Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec George Sand que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Elle et lui, un livre donc qui retrace a priori l'histoire d'amour de l'écrivaine avec Alfred de Musset, puisqu'en effet, ils ont eu une aventure tous les deux. Entre autres, puisqu'en effet, elle avait la vie légère et elle s'est fait relativement critiquée pour cela à l'époque. Elle et lui, donc, George Sand. 10. Quelques jours après, Thérèse reçut une lettre de Genève. Laurent s'y accusait par écrit de tout ce dont il s'était accusé en parole, comme s'il eût voulu consacrer ainsi le témoignage de son repentir. « Non, disait-il, je n'ai pas su te mériter. J'ai été indigne d'un amour si généreux, si pur et si désintéressé. J'ai lassé ta patience. Ô ma sœur, ô ma mère. Les anges aussi se fussent lassés de moi. Ah, Thérèse, à mesure que je reviens à la santé et à la vie, mes souvenirs s'éclaircissent. Et je regarde dans mon passé comme dans un miroir qui me montre le spectre d'un homme que j'ai connu, mais que je ne comprends plus. À coup sûr, ce malheureux était en démence. Ne penses-tu pas, Thérèse, que marchant vers cette épouvantable maladie physique dont tu m'as sauvée par miracle, j'ai pu, 3 et 4 mois d'avance, être sous le coup d'une maladie morale qui m'ôtait la conscience de mes paroles et de mes actions. Oh, si c'était cela, n'aurais-tu pas dû me pardonner? Mais ce que je dis là, hélas, n'a pas le sens commun. Qu'est-ce que le mal, sinon une maladie morale? Celui qui tue son père ne pourrait-il pas invoquer la même excuse que moi? Le bien, le mal. Voici la première fois que cette notion me tourmente. Avant de te connaître et de te faire souffrir, ma pauvre bien-aimée, je n'y avais jamais songé. Le mal était pour moi un monstre de bas étage, la bête apocalyptique qui souille de ses embrassements hideux le rebut des hommes dans les bas-fonds infects de la société. Le mal, pouvait-il approcher de moi? L'homme de la vie élégante, le beau de Paris, le noble fils des muses? Ah, imbécile que j'étais. Je me figurais donc, parce que j'avais la barbe parfumée et les mains bien gantées, que mes caresses purifiaient la grande prostituée des nations, l'orgie, ma fiancée qui m'avait liée à elle une chaîne aussi noble que celle qui lie les forçats dans les bagnes. Et je t'ai immolée, ma pauvre douce maîtresse, à mon brutal égoïsme. Et après cela, j'ai relevé la tête en disant: c'était mon droit, elle m'appartenait. Rien ne saurait être mal de ce que j'ai le droit de faire. Ah, malheureux, malheureux que je suis. J'ai été criminelle et je ne m'en suis pas doutée. Il m'a fallu, pour le comprendre, te perdre. Toi, mon seul bien. Le seul être qui m'eût jamais aimé et qui fut capable d'aimer l'enfant ingrat et insensé que j'étais. C'est seulement quand j'ai vu mon ange gardien se voiler la face et reprendre son vol vers les cieux que j'ai compris que j'étais à jamais seule et abandonnée sur la terre. Une longue partie de cette première lettre était écrite sur un ton d'exaltation dont la sincérité se trouvait confirmée par des détails de réalité et un brusque changement de ton caractéristique chez Laurent. Croirais-tu qu'en arrivant à Genève, la première chose que j'ai faite avant de songer à t'écrire, c'est d'aller acheter un gilet? Oui, un gilet d'été, fort joli, ma foi, et très bien coupé, que j'ai trouvé chez un tailleur français. Rencontre agréable pour un voyageur pressé de quitter cette ville d'horloger et de naturaliste.
Me voilà donc, courant les rues de Genève, enchantée de mon gilet neuf et m'arrêtant devant la boutique d'un libraire où une certaine édition de Byron, reliée avec un grand goût, me paraissait une tentation irrésistible. Que lire en voyage ? Je ne peux pas souffrir les livres de voyage précisément, à moins qu'ils ne parlent de pays où je ne pourrai jamais aller. J'aime mieux les poètes qui vous promènent dans le monde de leurs rêves. Et je me suis payé cette édition. Et puis, j'ai suivi au hasard une très jolie fille court vêtue qui passait devant moi et dont la cheville me paraissait un chef-d'œuvre d'emmanchement. Je l'ai suivie en pensant beaucoup plus à mon gilet qu'à elle. Tout à coup, elle a pris à droite et moi à gauche sans m'en apercevoir et je me suis trouvée de retour à mon hôtel où, en voulant serrer mon livre nouveau dans ma malle, j'ai retrouvé les violettes doubles que tu avais semées dans ma cabine du Ferruccio au moment de nos adieux. Je les avais ramassées une à une avec soin et je les gardais comme une relique. Mais voilà qu'elles m'ont fait pleurer comme une gouttière. Et en regardant mon gilet neuf, qui avait été le principal événement de ma matinée, je me suis dit « Voilà pourtant l'enfant que cette pauvre femme a aimé. » Ailleurs, il lui disait « Tu m'as fait promettre de soigner ma santé en me disant « Puisque c'est moi qui te l'ai rendue, elle m'appartient un peu et j'ai le droit de te défendre de la perdre. » Hélas, ma Thérèse, que veux-tu donc que j'en fasse de cette maudite santé qui commence à m'enivrer comme le vin nouveau ? Le printemps fleurit et c'est la saison d'aimer, je le veux bien, mais dépend-il de moi d'aimer ? Tu n'as pu m'inspirer le véritable amour, toi. Et tu crois que je rencontrerai une femme capable de faire le miracle que tu n'as pas fait ? Où la trouverai-je, cette magicienne ? Dans le monde ? Non, certes. Il n'y a là que des femmes qui ne veulent rien risquer ou rien sacrifier. Elles ont bien raison, certainement, et tu pourrais leur dire, ma pauvre amie, que ceux à qui l'on se sacrifie ne le méritent guère. Mais moi, ce n'est pas ma faute si je ne peux pas plus me résoudre à partager avec un mari qu'avec un amant. Aimer une demoiselle et l'épouser alors. Oh, pour le coup, Thérèse, tu ne peux pas penser à cela sans rire ou sans trembler. Moi, enchaînée de par la loi quand je ne peux pas seulement l'être par ma propre volonté. J'ai eu, jadis, un ami qui aimait une grisette et qui se croyait heureux. J'ai fait la cour à cette fidèle amante et je l'ai eue pour une perruche verte que son amant ne voulait pas lui donner. Elle disait naïvement « Dame, c'est sa faute à lui. Que ne me donnait-il pas cette perruche ?» Et depuis ce jour-là, je me suis promis de ne jamais aimer une femme entretenue, c'est-à-dire un être qui a envie de tout ce que son amant ne lui donne pas. Alors, en fait de maîtresse, je ne vois plus qu'une aventurière, comme on en rencontre sur les chemins et qui sont toutes nées princesses mais qui ont eu des malheurs. Trop de malheurs, merci. Je ne suis pas assez riche pour combler les abîmes de ces passés-là. Une actrice en renom ? Cela m'a tentée souvent, mais il faudrait que ma maîtresse renonçât au public et c'est là un amant que je ne me sens pas la force de remplacer. Non. Non, Thérèse, je ne peux pas aimer, moi. Je demande trop, et je demande ce que je ne sais pas rendre. Donc il faudra que je retourne à mon ancienne vie. J'aime mieux cela. Parce que ton image ne sera jamais souillée en moi par une comparaison possible. Pourquoi ma vie ne s'arrangerait-elle pas ainsi ? Des femmes pour les sens et une maîtresse pour mon âme. Il ne dépend ni de toi, ni de moi, Thérèse, que tu ne sois pas cette maîtresse. Cet idéal rêvé, perdu, pleuré, rêvé plus que jamais. Tu ne peux pas t'en offenser. Je ne t'en dirai jamais rien. Je t'aimerai dans le secret de ma pensée sans que personne ne le sache. Et sans qu'aucune autre femme puisse jamais dire
sans qu'aucune autre femme puisse jamais dire je l'ai remplacée, cette Thérèse. Mon ami, il faut que tu m'accordes une faveur que tu m'as refusée pendant ces derniers jours si doux et si chers que nous avons passés ensemble. C'est de me parler de Palmer. Tu as cru que cela me ferait encore du mal. Eh bien, tu t'es trompé. Cela m'aurait tué lorsque pour la première fois je t'ai questionné avec emportement sur son compte. J'étais encore malade et un peu fou. Mais quand la raison m'est revenue, quand tu m'as laissé deviner le secret que tu n'étais pas forcé de me confier, j'ai senti au milieu de ma douleur qu'en acceptant ton bonheur, je réparais toutes mes fautes. J'ai examiné attentivement votre manière d'être ensemble. J'ai vu qu'il t'aimait passionnément et qu'il me témoignait pourtant la tendresse d'un père. Cela, vois-tu, Thérèse, m'a bouleversée. Je n'avais pas l'idée de cette générosité, de cette grandeur dans l'amour. Heureux Palmer, comme il est sûr de toi, lui, comme il te comprend, comme il te mérite par conséquent. Cela m'a rappelé le temps où je te disais « Aimez Palmer, vous me ferez bien plaisir ». Oh, quel odieux sentiment j'avais alors dans l'âme. Je voulais être délivrée de ton amour qui m'accablait de remords, et pourtant, si alors tu m'avais répondu « Eh bien oui, je l'aime », je t'aurais tué. Et lui, ce grand bon cœur, il t'aimait déjà, et il n'a pas craint de se consacrer à toi au moment où peut-être tu m'aimais encore. Moi, en pareille circonstance, je n'aurais jamais osé me risquer. J'avais une trop belle dose de cet orgueil que nous portons si fièrement, nous autres hommes du monde, et qui a été si bien inventé par les sots pour nous empêcher de vouloir conquérir le bonheur à nos risques et périls, ou de savoir seulement le ressaisir quand il nous échappe. Oui, je veux me confesser jusqu'au bout, ma pauvre amie. Quand je te disais aimer Palmer, je croyais quelquefois que tu l'aimais déjà, et c'est là ce qui achevait de m'éloigner de toi. Il y a eu dans les derniers temps bien des heures où j'ai été prêt à me jeter à tes pieds. J'étais arrêtée par cette idée. Il est trop tard, elle en aime un autre. Je l'ai voulu, mais elle n'eût pas dû le vouloir, donc elle est indigne de moi. Voilà comme je raisonnais dans ma folie. Et pourtant, j'en suis sûre à présent, si j'étais revenue à toi sincèrement, quand même tu aurais commencé à aimer Dick, tu me l'aurais sacrifié. Tu aurais recommencé ce martyre que je t'imposais. Allons, j'ai bien fait, n'est-ce pas, de m'enfuir. Je le sentais en te quittant. Oui, Thérèse, Thérèse, c'est là ce qui m'a donné la force de me sauver à Florence sans te dire un seul mot. Je sentais que je t'assassinais jour par jour et que je n'avais plus d'autre manière de réparer mes torts que de te laisser seule auprès d'un homme qui t'aimait véritablement. C'est encore là ce qui a soutenu mon courage à la Spezia durant cette journée où j'aurais encore pu tenter d'obtenir ma grâce. Mais cette détestable pensée ne m'est pas venue. Je t'en fais le serment, mon ami. Je ne sais pas si tu avais dit à ce batelier de ne pas nous perdre de vue, mais c'était bien inutile, va. Je me serais jetée dans la mer plutôt que de vouloir trahir la confiance que Palmer me témoignait en nous laissant ensemble. Dis-le lui donc, à lui, que je l'aime véritablement, autant que je puis aimer. Dis-lui que c'est à lui, autant qu'à toi, que je dois de m'être condamnée et exécutée comme j'ai fait. J'ai bien souffert, mon Dieu, pour accomplir ce suicide du vieil homme, mais je suis fière de moi-même à présent. Tous mes anciens amis jugeraient que j'ai été sot ou lâche de ne pas tâcher de tuer mon rival en duel, sauf à abandonner ensuite, en lui crachant au visage la femme qui m'avait trahi. Oui, Thérèse. C'est ainsi que moi-même j'eusse probablement jugé chez un autre la conduite que j'ai pourtant tenue vis-à-vis de toi et de Palmer avec autant de résolution que de joie. C'est que je ne suis pas une brute, Dieu merci. Je ne vaux rien, mais je comprends le peu que je vaux. Et
je me rends justice. Parle-moi donc de Palmer et ne crains pas que j'en souffre. Loin de là, ce sera ma consolation dans mes heures de spleen. Ce sera ma force aussi, car ton pauvre enfant est encore bien faible, et quand il se met à penser à ce qu'il eût pu être et à ce qu'il est maintenant pour toi, sa tête s'égare encore. Mais dis-moi que tu es heureuse. Et je me dirais avec orgueil, j'aurais pu troubler, disputer et peut-être détruire ce bonheur. Je ne l'ai pas fait. Il est donc un peu mon ouvrage et j'ai droit maintenant à l'amitié de Thérèse. Thérèse répondit avec tendresse à son pauvre enfant. C'est sous ce titre qu'il était désormais enseveli et comme embaumé dans le sanctuaire du passé. Thérèse aimait Palmer. Du moins, elle voulait ou croyait l'aimer. Il ne lui semblait pas qu'elle pût jamais regretter le temps où, tous les matins, elle s'éveillait, disait-elle en regardant si la maison n'allait pas lui tomber sur la tête. Et pourtant quelque chose lui manquait. Et je ne sais pas quelle tristesse s'était emparée d'elle depuis qu'elle habitait ce livide rocher de Porto Venere. C'était comme un détachement de la vie qui, par moments, n'était pas sans charme pour elle. Mais c'était quelque chose de morne et d'abattu, qui n'était pas dans son caractère et qu'elle ne s'expliquait pas à elle-même. Il lui fut impossible de faire ce que Laurent lui demandait à propos de Palmer. Elle lui en fit brièvement le plus grand éloge et lui dit de sa part les choses les plus affectueuses, mais elle ne put se résoudre à le prendre pour confident de leur intimité. Elle répugnait à faire part de sa véritable situation, c'est-à-dire à confier des engagements sur lesquels elle ne s'était pas dit à elle-même son dernier mot. Et quand même elle eût été fixée, n'eût-il pas été trop tôt pour dire à Laurent « Vous souffrez encore, tant pis pour vous, moi je me marie ». L'argent qu'elle attendait n'arriva qu'au bout de 15 jours. Elle fit de la dentelle pendant 15 jours avec une persévérance qui désolait Palmer. Lorsqu'elle se vit enfin à la tête de quelques billets de banque, elle paya largement sa bonne hôtesse et se permit de sortir avec Palmer pour se promener autour du golfe. Mais elle désira rester à Porto Venere encore quelque temps, sans trop pouvoir expliquer pourquoi elle tenait à cette morne et misérable résidence. Il est des situations morales qui se sentent mieux qu'elles ne se définissent. C'est avec sa mère que Thérèse venait à bout dans ses lettres de s'épancher. « Je suis encore ici », lui écrivait-elle au mois de juillet, en dépit d'une chaleur dévorante. Je me suis attachée comme un coquillage à ce rocher où jamais un arbre n'a pu songer à pousser, mais où soufflent des brises énergiques et vivifiantes. Ce climat est dur, mais sain, et la vue continuelle de la mer, que je ne pouvais souffrir autrefois, m'est devenue en quelque sorte nécessaire. Le pays que j'ai derrière moi, et qu'en moins de 2 heures je peux gagner en barque, était ravissant au printemps. En s'enfonçant dans les terres au fond du golfe, à 2 ou 3 lieues de la côte, on découvre les sites les plus étranges. Il y a une certaine région de terrain déchirée par je ne sais quels anciens tremblements de terre qui présente les accidents les plus bizarres. C'est une suite de collines de sable rouge recouvertes de pins et de bruyères, s'échelonnant les unes sur les autres et offrant sur leur crête d'assez larges voies naturelles qui tout à coup tombent à pic dans les abîmes et vous laissent fort embarrassés de continuer. Si l'on revient sur ses pas et que l'on se trompe dans le dédale des petits sentiers battus par les pieds des troupeaux, on arrive à d'autres abîmes. Et nous sommes restés quelquefois, Palmer et moi, des heures entières sur ces sommets boisés, sans retrouver le chemin qui nous y avait amenés. De là,
On plonge sur une immensité de pays cultivés, coupés de place en place avec une sorte de régularité par ces accidents étrangers. Au-delà de cette immensité se déploie l'immensité bleue de la mer. De ce côté-là, il semble que l'horizon n'ait pas de limite. Du côté du nord et de l'est, ce sont les Alpes-Maritimes, dont les crêtes, hardiment dessinées, étaient encore couvertes de neige quand je suis arrivée ici. Mais il n'est plus question de ces savanes de cystes en fleurs et de ces arbres de bruyère blanche qui répandaient un parfum si frais et si fin aux premiers jours de mai. C'était alors un paradis terrestre. Ces bois étaient pleins de faux ébéniers, d'arbres de Judée, de genêts odorants et de cytistes étincelants comme de l'or au milieu des noirs buissons de myrte. À présent, tout est brûlé. Les pins exhalent une odeur âcre. Les champs de lupins si fleuris et si parfumés naguère n'offrent plus que des tiges coupées noires comme si le feu y avait passé. Les moissons enlevées, la terre fume au soleil de midi et il faut se lever de grand matin pour se promener sans souffrir. Or, comme il faut d'ici 4 heures au moins, tant en barque que sur les pieds, pour gagner la partie boisée du pays, le retour n'est pas agréable et toutes les hauteurs qui entourent immédiatement le golfe, magnifiques de forme et d'aspect, sont si nues que c'est encore à Porto Venere et dans l'île Palmaria que l'on peut respirer le mieux. Et puis, il y a un fléau à Spezia. Ce sont les moustiques engendrés par les eaux stagnantes d'un petit lac voisin et des immenses marécages que la culture dispute aux eaux de la mer. Ici, ce n'est pas l'eau des terres qui nous gêne. Nous n'avons que la mer et le rocher. Pas d'insectes par conséquent, pas un brin d'herbe. Mais quel nuage d'or et de pourpre, quelle tempête sublime, quel calme solennel. La mer est un tableau qui change de couleur et de sentiment à chaque minute du jour et de la nuit. Il y a ici des gouffres remplis de clameurs dont vous ne pouvez pas vous représenter l'effroyable variété. Tous les sanglots du désespoir, toutes les imprécations de l'enfer s'y sont donné rendez-vous et de ma petite fenêtre, j'entends dans la nuit ces voix de l'abîme qui tantôt rugissent une bacchanale sans nom, tantôt chantent des hymnes sauvages encore redoutables dans leur plus grand apaisement. Eh bien, j'aime tout cela maintenant. Moi qui avais les goûts champêtres de l'amour des petits coins verts et tranquilles. Est-ce parce que j'ai pris dans ce fatal amour l'habitude des orages et le besoin du bruit ? Peut-être. Nous sommes de si étranges créatures. Il faut que je vous le confesse, ma bien-aimée. J'ai passé bien des jours avant de m'habituer à me passer de mon supplice. Je ne savais que faire de moi, n'ayant plus personne à servir et à soigner. Il eût fallu que Palmer fût un peu insupportable, mais voyez l'injustice, dès qu'il a fait mine de l'être, je me suis révoltée, et à présent qu'il est redevenu bon comme un ange, je ne sais plus à qui m'en prendre de l'épouvantable ennui qui m'envahit par moments. Hélas, oui, c'est comme cela. Dois-je vous le dire ? Non, je ferais mieux de ne pas le savoir moi-même, ou si je le sais, de ne pas vous affliger de ma folie. Je voulais ne vous parler que du pays, de mes promenades, de mes occupations, de ma triste chambre sous les toits, ou plutôt sur les toits, et où je me plais à être seule, ignorée, oubliée du monde, sans devoir, sans clients, sans affaires, sans autre travail que celui qui me plaît. Je fais poser des petits-enfants et je m'amuse à composer des groupes. Mais tout cela ne vous suffit pas. Et si je ne vous dis pas où j'en suis de mon cœur et de ma volonté, vous serez encore plus inquiète.
Eh bien, sachez-le, je suis bien décidée à épouser Palmer et je l'aime. Mais je n'ai pas encore pu me résoudre à fixer l'époque du mariage. Je crains pour lui et pour moi-même le lendemain de cette union indissoluble. Je ne suis plus dans l'âge des illusions. Et après une vie comme la mienne, on a 100 ans d'expérience et par conséquent de terreur. Je me suis crue absolument détachée de Laurent. Je l'étais absolument, en effet, à Gênes le jour où il me dit que j'étais son fléau, l'assassin de son génie et de sa gloire. À présent, je ne me sens plus si indépendante de lui. Depuis sa maladie, son repentir et les lettres adorables de douceur et d'abnégation qu'il m'a écrites pendant ces 2 derniers mois, je sens qu'un grand devoir m'attache encore à ce malheureux enfant et je ne voudrais pas le froisser par un abandon complet. C'est pourtant ce qui peut arriver au lendemain de mon mariage. Palmer a eu un moment de jalousie et ce moment peut revenir le jour où il aura le droit de me dire « Je veux ». Je n'aime plus Laurent, ma bien-aimée, je vous le jure. J'aimerais mieux mourir que d'avoir de l'amour pour lui. Mais le jour où Palmer voudra briser l'amitié qui a survécu en moi à cette malheureuse passion, peut-être n'aimerais-je plus Palmer. Voilà, c'est sur cette réflexion de Thérèse que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez, très bonne nuit si vous vous couchez.